Petit clap. Fallait que je la fasse cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi vous êtes là, pourquoi vous regardez cette vidéo là, parce que c'est pas du tout dans mon habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Amanda Cocoon, une streameuse sur Twitch qui parle de bien-être, dev perso et psychologie et plein d'autres joyeusetés où on passe un bon moment avec beaucoup de rire en tout cas. On essaie de déconstruire certaines choses, on essaie de se comprendre, se remettre en question sur ma chaîne Twitch. Je dis on, c'est-à-dire moi et tous mes viewers, parce que ceux qui connaissent pas Twitch, en gros c'est une plateforme où on fait des lives. Je parle d'un sujet et avec toute ma communauté on en discute et je trouve ça extrêmement riche comme plateforme. Pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je la mets sur YouTube? Une sorte de petit manifeste de moi et de ce dont je vais vous parler, parce que ça m'a été beaucoup demandé, que ce soit par des personnes directement concernées et par des proches de personnes complètement concernées et par des gens qui ignoraient complètement. Et quand je dis personne, c'est pas que nécessairement que des femmes, beaucoup d'hommes. J'en suis très contente, j'en suis très fière. Je dois le dire parce que, bon, je spoil, on va parler d'endométriose et on va parler de l'endométriose qui se loge en moi. Je vais parler un petit peu de tout, vous allez voir, de l'endométriose en règle générale, de mon histoire, tout un tas de joyeuseté concernant ce sujet-là. Pour revenir au fait que je sois contente qu'il y ait beaucoup d'hommes qui s'intéressent, parce que à ce jour quand même, c'était quelque chose qui tournait autour des femmes, une sorte de forme de légende, quelque chose d'assez obscur dont peu de femmes étaient au courant si elles étaient ou pas concernées par l'endométriose. De fil en aiguille, lors de nombreux de mes streams et de mes lives, j'ai été emmenée à parler de mon endométriose. Enfin bon, commencez pas à faire une thérapie à me dire ton endométriose, tu ne la possèdes pas. Non, quand je dis mon, c'est dans le sens celle qui me correspond. Parce que vous allez voir que les endométrioses, elles sont diverses et variées, qu'il n'y en a pas une qui prévaut sur les autres, il n'y en a pas une qui est une référence et les autres à peu près l'endométriose. Non, il y a autant d'endométriose que d'êtres humains sur Terre, autant dans le sens varié. Quand je dis mon, c'est voilà, c'est celle qui est logée en moi, celle qui est particulière à moi, si vous préférez. Je vais parler de mon endométriose. Puis voilà, comme je disais de nombreuses fois sur mes lives, et je m'étais dit qu'une vidéo, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je la fasse, une vidéo qui parle de ça, de façon décomplexée. C'est une vidéo qui sûrement ne sera pas monétisée sur YouTube. Ce sera sûrement une vidéo qui va recevoir des commentaires dont on en a rien à faire, et désobligeants pour toutes les personnes qui ont de l'endométriose, mais je pense aussi surtout qu'on va recevoir je dis moi et toutes les autres personnes qui seront concernées sur le sujet et qui tomberont sur cette vidéo, recevront beaucoup d'amour au travers cette vidéo. Enfin, en tout cas, je l'espère. Peut-être qu'elle fera que 10 vues, peut-être qu'elle en fera plus, j'en sais rien. Mais peut-être qu'elle aidera, en tout cas, une personne à comprendre ce qu'est l'endométriose. Et pour ceux qui sont concernés, vous dire, vous avez une sister, en tout cas, qui vit ça, et comment je le vis, et comment je me le suis approprié, parce qu'il y a une forme d'appropriation, qu'on se le dise, sur l'endométriose. Donc, un petit rappel de ce qu'est l'endométriose. En fait, c'est une maladie dégénérative dont on ne sait pas totalement d'où vient cette maladie. Donc, on ne sait pas si c'est génétique, on ne sait pas hérédité, est-ce que c'est contextuel concernant un environnement, certains produits toxiques qui auraient créé l'endométriose. Il y a dans certains cas, certaines femmes qui ont subi trigger warning tout de suite, de viol ou des opérations dans la zone vagin, etc. Dans cette zone-là, souvent les femmes contractent après l'endométriose, donc on ne sait pas, c'est obscur, c'est opaque. Voilà, d'où ça vient. On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est dégénératif et qu'à ce jour, nous n'avons aucun traitement. Alors pareil, je fais un gros disclaimer ça parce que je parle en tant qu'être concerné, d'accord? Vous en faites ce que vous voulez. Tous ceux qui disent non mais moi, j'ai un médecin alternatif, naturel et tout, il peut te soigner tout en une séance ou en 10 séances même, je m'en fous. Le nombre de séances que vous rajoutez derrière. Je veux juste dire un truc par rapport à ça. Je suis très pour les médecines alternatives. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Je pense que c'est merveilleux, surtout quand ça fonctionne en parallèle avec une médecine classique. Aujourd'hui, même les gynécologues qui sont formés à l'endométriose, ça c'est notre sujet, on va en parler après, les personnes qui sont formées à l'endométriose, les plus grands experts sur l'endométriose en tout cas, disent que à ce jour, nous n'avons aucun traitement pour guérir de l'endométriose. On peut ralentir la maladie, on peut la stopper la propagation, on peut retirer des parties qui ont été abîmées, mais à ce jour, il n'y a aucun traitement. Donc toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui se disent non mais moi, toi, d'accord si tu veux, mais n'essayez pas de ralentir le processus de guérison de certaines personnes en les faisant culpabiliser sur le type de traitement qu'elles vont prendre, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, parce que c'est une lutte contre la montre et que malheureusement, médecine alternative, oui ça peut être rapide, mais ça dépend de beaucoup de choses. Un coup ça marche pas, un coup le médecin est bien luné et ça fonctionne du feu de Dieu, d'autres personnes ça fonctionne moins bien, d'accord? Donc déjà, on marche avec la médecine classique
Et pour le confort et améliorer les choses, c'est pas moi qui l'invente, ok? C'est ma gynécologue spécialisée en endométriose qui m'a dit ça. Et vous verrez pourquoi. Bref, revenons à nos oignons. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une maladie donc dégénérative qui est inflammatoire, qui est logée en fait dans un premier temps, en tout cas au niveau de l'utérus, c'est-à-dire, je m'explique, en gros l'endomètre, c'est ce petit tissu qui tapisse le fond de votre utérus pour recueillir un bébé chaque mois. Lorsque il n'y a pas fécondation et qu'il n'y a pas de bébé, votre endomètre se défait, se détache, pouf pouf pouf, ça tombe, ce sont les règles. Voilà, un cycle merveilleux que notre corps, en tant que femme, nous propose, qui nous permet de nous nettoyer chaque mois. C'est fabuleux. Bref, sauf que quand on est atteint d'endométriose, cet endomètre qui est censé rester là, on ne sait pas pourquoi ce jour, traverse les parois utérines et vont se loger dans divers endroits variés. On peut en avoir dans les intestins, dans la vessie, certains sont logés sur des tendons au niveau des hanches, ça peut remonter jusqu'aux poumons, on parle dans ce cas-là de endométriose thoracique. Bref, ça peut remonter de partout. J'ai eu des témoignages au niveau du cou. Ça peut avoir des proportions énormes parce que, je vous explique, lorsque donc chaque mois vous saignez, en fait, cet endroit-là où l'endomètre s'est logé, donc ce sont des tissus qui s'agrippent à plein de parties de votre corps, se mettent à saigner, se mettent à être douloureux, inflammés dans les zones où ça touche. Donc, on ne meurt pas d'endométriose, mais on peut devenir gravement handicapé. Il y a des femmes qui sont obligées d'utiliser des sondes pour pouvoir uriner. Il y a des femmes qui ont des troubles digestifs qui font que toute leur vie est concentrée sur comment améliorer les conditions, en tout cas digestives, parce que tu peux passer, mais ça on verra après les symptômes, on verra après, d'accord. Car voilà, ça peut être extrêmement handicapant. Certaines ont carrément des tendons qui sont tellement abîmés à certains endroits, qui fait que du coup, le fait d'utiliser, de soulever des charges lourdes, etc. Minette, tu es mignonne, mais non. Je parle, j'ai mon chat qui est juste là. Soulever des charges lourdes devient extrêmement compliqué et là, c'est foutu quoi. Une fois que le tendon est abîmé, il est abîmé quoi. Vous avez bien compris que l'endométriose c'est un peu la merde quoi. Quand on se le dit, appelons un chat, c'est la merde. C'est obscur, cette maladie est obscure, donc c'est une maladie qui toucherait à peu près une femme sur 10. Moi, je pense qu'il y aurait plus que ça. J'ai une femme sur 10 parce que c'est Minette, non. Je parle. Je pense qu'il y en a beaucoup plus parce que on a un vrai problème de diagnostic. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte de problème de diagnostic? La plupart des gynécologues ne sont pas formés à l'endométriose. Ils ont ouï dire, un peu lu entre deux livres, ce qu'était l'endométriose, se pensent pour certains bien pensants et au-dessus des autres concernant l'endométriose, mais la réalité c'est que non, il faut être formé et des gynécologues spécialisés en endométriose, ils sont très rares. Pour info, en 2022, on a dit que ça y est, les gynécologues devaient avoir une section sur l'endométriose dans leur parcours d'apprentissage de gynécologue. Moi, ça me paraît complètement dingue de me dire que en 2022, tiens, une maladie de femme et voilà, si vous formez si vous voulez. Mais c'est quand même votre métier, la gynécologie, mais quand même, c'est comme vous voulez. Et enfin bref, on est que depuis peu, les futurs gynécologues seront formés à ça, mais aujourd'hui, très peu le sont. Déjà, il y a très peu de gynécologues tout court. Je pense que beaucoup de femmes, ou en tout cas de personnes dotées d'un utérus et d'un vagin confirmeront que c'est compliqué de trouver des gynécologues. Des gynécologues compréhensifs, c'est encore une autre étape. Et des gynécologues compétents, ça rédit encore plus. Bref, c'est très difficile à diagnostiquer, donc c'est pour ça que je dis que je pense que ça touche beaucoup plus de ça, et beaucoup plus qu'une femme sur 10, pardon. Et je pense que aussi, la société, a pas mal, en tout cas transporté depuis la nuit des temps, des concepts concernant ce que la femme est censée subir durant ses règles, qui entravent en plus le dépistage. J'en ai été même concernée. Je m'explique. On a considéré jusqu'à aujourd'hui que le fait d'avoir ces règles était censé être douloureux, que c'était normal d'avoir mal. Même ma mère, ma grand-mère, dont j'étais très proche, mes tantes, tout, on se l'est toujours dit. Genre les règles, c'est normal que ça fasse mal. C'est notre condition de femme. C'est stéréotypes liés aux règles qui fait que du coup, on a passé sous silence une vraie pathologie et des vrais symptômes concernant les symptômes. Donc divers et variés. On en a tout à pléthore. Je vais vous parler de mon endométriose, celle qui est logée en moi, ce que ça crée en moi. Parce qu'en fait, ça peut tellement aller de partout dans le corps que ça peut détraquer toutes les parties de votre corps. Donc, en tout cas, me concernant, je vais vous parler de mon histoire. Pas de mon histoire. Je vous ai fait une petite introduction rapide et on va parler de mon histoire comme ça, vous saurez rapidement et comprendrez ce qu'est du coup une endométriose. Donc, tout a commencé lorsque, à 10 ans, j'étais très jeune, vous en convenez.
j'ai mes règles. J'ai mes règles tout à fait normales, même si c'était précoce, certes, mais quand je dis normal, dans le sens, j'avais pendant 5 jours mes règles, pas plus abondant que ça, un tout petit peu de douleur, mais rien de notable. Donc j'étais en CM2, hein, pour vous dire, c'est extrêmement tôt. Autant vous dire que les gens autour de vous sont très peu au courant et vous parlent très peu de ça. Moi, je vous parle de ça donc en 2002. Les gens ne savaient pas comment vous aborder en tant que petite fille le fait d'avoir vos règles. C'est juste que ça va se saigner pendant une fois par mois. Combien de jours, tu sais pas trop. Que tu risques d'avoir mal, que tu te sens fatiguée, c'est normal. Jusque-là, tu nais, quand tu es jeune fille, tu nais avec ce concept-là. Arrive à l'adolescence, je contracte une maladie, bref. Qui fait que du coup, je suis déscolarisée pendant un mois, parce que j'ai un traitement lourd, qui fait que ça me coupe de mes règles, ça me coupe de tout dans mon corps. À ce moment-là, je pars en Espagne avec ma grand-mère, et pour la faire courte, en gros, un beau jour, je suis avec elle en Espagne, tout va bien, donc j'ai 12 ans. Et là, un bon matin, mes règles reviennent, après quelques mois, je crois 2-3 mois sans règles, et je me retrouve à me vider littéralement de mon sang d'un coup sur moi. Extrêmement traumatisant. Ma grand-mère me nettoie. Sa technique à l'ancienne me dit il faut que tu restes allongée parce qu'il faut que ça crée un bouchon. Sûr que ce soit trop le cas, mais en tout cas pour elle c'était très clair. Une mamie quoi. Elle m'avait mis ses serviettes hygiéniques et pendant 2 jours je suis restée allongée sous ses conseils. Ça s'est régulé et puis j'ai eu mes règles pendant un mois. C'était un peu déréglé mais c'est normal après un gros traitement. Le docteur disait bon bah c'est le temps que ça se remette en place. À partir du moment où ça s'est remis en place, le début du cauchemar a commencé. C'est-à-dire, moi j'avais 13 ans, j'avais un souci de plus, dirons-nous, que la plupart des nanas, même si je pense que beaucoup de nanas avaient un problème comme le mien dans le sens où les règles, ça demande toute une stratégie et vous allez comprendre pourquoi. Un petit truc chiant dans mon bagage qui était que moi, ma particularité, ça a commencé, l'un des premiers symptômes que j'ai eu, c'était des règles extrêmement abondantes. Et quand je vous dis abondantes, c'était que tampon plus serviette hygiénique maxi size, ça débordait tout. Le matin, quand je me réveillais, j'appelais ma mère en disant s'il vous plaît, laissez-moi les toilettes disponibles. Je courais, j'allais aux toilettes et je me vidais pendant plusieurs minutes de bon nombre de quantité de sang. Mes règles duraient en moyenne entre 8 et 10 jours à peu près. Et c'était un flux énorme, donc ça me fatiguait énormément. Parce que je faisais du coup de l'anémie parce que je perdais trop de sang. Des douleurs. Alors globalement, dans ma vie, les douleurs ont été très douloureuse pendant les 2 premiers jours, mais pas comme certaines où elles sont obligées d'aller à l'hôpital, etc. Moi, ça m'a pas trop concernée, c'était plus au niveau de l'abondance et du coup, la fatigue qui accompagnait ça. J'étais toujours blanche comme un cachet, très cernée, voilà. Et donc du coup, quand tu as ça et que tu es collégienne et que, comment dire, tu peux avoir ça à tout moment, hein, tes règles, hein, voilà. Du coup, ça te demandait d'avoir un casier, d'avoir des rechanges, d'avoir les maxi couches tampons tout de disponibles parce que tu savais que tu pouvais te tâcher à tout moment, à tout moment et que ça pouvait être très douloureux donc t'es allé voir l'infirmier qui nous donnait du space-fond ce qui n'était pas suffisant donc ça demandait une gestion. C'est pas mal, ça rend autonome, remarquez, ça vous permet d'apprendre à être plus autonome. À 13 ans tu commences à gérer tes propres besoins individuels en tant que petite femme et ça devient de plus en plus abondant, de plus en plus compliqué. Ma mère est très soucieuse de ça, de voir que je devenais léthargique quand même, hein. Pendant une semaine c'était quand même problématique. Demander donc à mon médecin généraliste de qu'est-ce qu'on fait quoi. À l'époque, la gynécologie, moi ça me faisait peur. Et puis ma mère, je crois qu'elle était pas ok d'aller m'emmener voir un gynécologue. Elle se contentait du médecin généraliste parce qu'elle pensait que ce serait suffisant. Donc on m'a donné plusieurs traitements pour essayer de diminuer mes règles. Ça ne fonctionnait pas jusqu'à que je prenne la pilule à l'âge de mes 14 ans. Donc je prends une pilule qui fait que j'ai un cycle quand même, donc j'ai des règles, mais pendant 2-3 jours. Donc là, à partir de là, les gars, je vous dis pas, je revis, je prends quand même des hormones, j'ai une prise de poids, j'ai pas trop d'acné parce que j'ai tendance à avoir une peau quand même qui est assez clean. Cheveux gras, oui, c'était la ribambelle, mais prise de poids. Mais bon, globalement, ça m'a quand même vachement calmé ça. Moi, c'était juste des règles abondantes. Pendant tout ce temps, pendant à peu près 10 ans, je prends ma pilule. Tout va bien dans ma vie. Voilà, je change de pilule. Alors juste pour info, ce qui est assez fou, c'est que, mais j'en ai pris conscience que plus tard, j'ai rencontré divers gynécologues dans mon parcours où certains me disaient, ils voyaient la pilule que j'avais, ils me disaient bon vous allez prendre celle-ci maintenant, sans me faire de prise de sang, sans me faire d'analyse, sans regarder quoi que ce soit. Je me retrouvais avec des pilules comme ça, sans être sûre. Et je vous dis pas ça, genre ça m'est arrivé une fois. Je vous dis ça m'est arrivé sur l'ensemble des gynécologues que j'ai rencontrés de ma vie. Aucun ne m'ont fait faire une prise de sang et m'ont dit non, tu vas prendre cette pilule-là, elle est bien, celle-ci, elle est bien, prends-la.
Voilà, pour vous dire déjà la défaillance. On vous donne un traitement hormonal sans savoir ce qui vous correspond à vous. Lobbying pharmaceutique, je ne sais pas, mais en tout cas incompétence, c'est certain. Donc prise de poids, machin, etc. Je vous passe le fait que, il y en a certains qui me disent mais pourquoi t'es pas allé revoir un gynécologue? Parce que ça coûtait cher. Que les prises de rendez-vous, pour en avoir un nouveau, c'était compliqué. Je vous passe le nombre de gynécologues qui vous dit je ne prends pas de nouveaux patients et patientes. Donc c'est très difficile de trouver. Puis à cet âge-là, t'es adolescent, donc donc je vais jusqu'au lycée. Après au lycée, tu commences tes études, donc tu changes de ville, tu bouges. Donc trouver un gynécologue, c'est pas évident. Puis tant que ça va, même si tu prends du poids, même si en gros le reste du temps, ça va. Je veux dire, j'ai pas d'infection, j'ai pas de problème qui nécessite une urgence. Donc, je faisais mon contrôle annuel, mais pas plus. Donc, je rencontre mon partenaire actuel, tout va très bien. Et puis un jour, je sais pas, c'est la période où on entend beaucoup parler des problèmes de femmes qui ont pris la pilule et qui ont des thromboses, plein de merde qui l'ont associé à leur pilule. Mon partenaire actuel me dit, écoute, franchement, c'est pas à toi de subir tout ça. Je comprends pas trop que c'est à toi de devoir avoir la charge, en tout cas sur la contraception. On trouve une alternative ou quelque chose, quitte à ce qu'on prenne le préservatif, mais pitié, ne te fiche pas un truc pareil, parce qu'on n'arrêtait pas d'entendre parler, vous savez, dans les journaux, etc. Donc arrête, on trouve une solution. Donc de là, ouais, ok, j'arrête, je me mets à la symptothermie, méthode naturelle de contrôle en tout cas. Donc ça vous protège pas, qu'on soit clair, ça protège pas des MST non plus, mais c'est un bon moyen. J'étais avec un partenaire fiable que je savais que j'allais rester jusqu'à le reste de ma vie. C'est mon partenaire actuel, c'est le père de ma fille, c'est mon mari, bref. Donc c'était ok pour nous. Et puis voilà, on se partageait cette responsabilité-là. Donc je me suis beaucoup formée sur ça et tout se passait très bien. Voilà, tout se passait très bien et on s'était dit que si ça devait arriver que je tombe enceinte, en tout cas, pas de problème, on ferait ça. On garderait cet enfant et voilà. On se sentait suffisamment en sécurité l'un l'autre avec l'autre. Donc c'était c'était une éventualité qui ne nous faisait pas peur. D'où le fait que j'ai choisi cette méthode naturelle pour me libérer des hormones que je diabolisais tant. Moi qui voulais que du naturel pour moi, pour mon corps. Et peut-être que c'est votre cas, pas de problème. Moi je vous parle de ma vie, de mon histoire, ok? Et je voulais que du naturel, machin, moi les hormones. Allez vous faire lobby pharmaceutique et vous faire. Excusez-moi, je suis très vulgaire, mais j'arrête la pilule et puis voilà, tout se passe bien ma vie. Juste pendant 6 mois, 1 an, mon corps se dérègle, mais globalement, je retrouve un rythme régulier. Quand je dis dérègle, j'ai les cheveux gras, un peu de bouton qui sort. C'est normal quand vous coupez votre corps d'hormones. Il y a un certain temps, entre 6 mois et 1 an, pour qu'il se réadapte. C'était mon cas. Mais j'ai pas mal vécu la chose parce que je savais que j'allais faire passer ce baptême de feu là. Et quand t'as moins d'hormones, t'es un peu moins susceptible. Et ça, c'est la réalité. Pour avoir vécu les deux. Et donc du coup ça tout se passe bien jusqu'au moment donné où quand je tombe enceinte, super, tout va bien. Et au moment où j'accouche, les mois qui ont suivi ont été désastreux. Mais quand je vous dis désastreux, c'est d'un point de vue hormonal. Mon corps, il était complètement fucked up. J'ai prise de poids après ma grossesse déjà, alors que prise de poids, mes règles n'importe quoi, mes cheveux tellement gras. Quand je vous dis gras, c'est que mes cheveux, même après lavage, ils étaient encore gras. Même après 2 ou 3 shampoings anti-cheveux gras, ils étaient encore gras. J'arrivais plus, je reconnaissais plus mon corps ni ma peau. Je me sentais à fleur de peau, extrêmement fatiguée. Mais je fais pas plus, quoi. Je me dis juste mon corps n'importe quoi. Voilà, je décide de pas reprendre de pilule après ma grossesse parce que j'étais très bien et que voilà. Bref, tout allait très bien comme ça. Le point de bascule fait que, alors c'est pas tout à fait le point de bascule. Je commence à prendre un petit agenda tout petit où je prends note chaque mois. Parce que je me dis, mais c'est bizarre, chaque mois j'ai un nouveau truc. Et chaque mois, mes syndromes prémenstruels commencent de plus en plus tôt et sont de plus en plus variés. Au point où je ne reconnaissais plus mon corps, mais vraiment. Alors en symptômes, du coup, ça se passait donc dans un cycle classique. Ce qui se passait, c'est que j'avais mes règles. Au bout de 5 jours, je commençais déjà à avoir mon ventre qui gonflait. Chose qui normalement est censée arriver quelques jours avant mes règles. Moi, 5 jours après le début de mes règles, donc je pouvais être encore en fin de mes règles ou juste ça faisait 2 jours que j'avais plus mes règles, mon ventre commençait à gonfler. Mais gonfler comme si enceinte d'un enfant de 5 mois, quoi. Je commençais à avoir des douleurs au niveau des tendons. Et j'ai encore mal parfois sur mes poignets, des douleurs au niveau des poignets. J'avais les seins qui gonflaient et qui étaient extrêmement douloureux. Tellement douloureux que le moindre tissu dessus pouvait c'était insupportable, quoi. Voilà, très douloureux. Fatigue énorme. Et ça, on l'a compris après parce que j'ai fait des examens, on a compris pourquoi j'étais fatiguée. Règles toujours ultra abondantes, douloureuses aussi. Je commençais à avoir des douleurs de règles sans mes règles. Au bout du 5e, 6e jour, comme des douleurs de règles, mais sans mes règles. Voilà. Et ça durait tout le mois. Ensuite, au niveau des troubles digestifs, j'avais des diarrhées et des constipations
qui s'alternaient constamment, beaucoup de gaz, ventre très gonflé. Je digérais de moins en moins certains ingrédients, donc c'était très compliqué, même tu vois, pour t'organiser ta journée, tu sais pas, c'est la roulette. Ah tiens, diarrhée, boum. Ah tiens, constipation. Et puis ballonnement et douleur. Donc c'était très compliqué, même pour s'habiller, parce que... Alors je sais qu'il y a certaines femmes qui supportent pas d'avoir une pression sur le ventre. Moi, c'est l'inverse. J'ai besoin d'avoir une forte pression du fait que justement, mon ventre est endolori. Minette, je suis en train de parler. Non. Non. Bref, excusez-moi pour cette interview de chat. J'avais donc des problèmes de digestif, irritabilité logique, des douleurs lorsque pénétration. Excusez-moi, c'est la partie un peu plus perso, mais oui, même ultra lubrifié, hyper doux, mon partenaire, hyper tendre, tout ce que vous voulez, j'avais mal. Et quand je vous dis mal, c'est comme si j'avais des lames de taux. Et ça me paraissait bizarre. Donc j'avais tous ces symptômes-là, qui mis bout à bout, c'est la vraie merde, mais moi, je m'adapte. Je me dis pas, c'est parce que je suis stressée. Oh, bah parce que je sais pas, moi, j'ai mangé un truc qui allait pas, ou je sais pas. Et puis je vois de plus en plus de nanas qui parlent de ça sur internet en disant, moi j'ai l'endométriose, et puis j'ai ça. J'en parle à mon partenaire. J'ai dit, t'as vu, elle parle de ça, mais c'est quand même vachement des symptômes que j'ai, ou que je retrouve en tout cas. Bah non, il me dit, bah il va falloir que t'ailles consulter. À un moment donné, on peut pas rester sans connaissance. Mais bon, une espèce de forme de illégitimité, parce que les nanas dont on voyait dans les vidéos, elles se faisaient opérer, on leur retirait des bouts des masses tissus dans leur corps. Elles avaient des handicaps de ouf, des douleurs à s'évanouir et tout. Moi, je me dis, bon, bah c'est peut-être pas ça, quoi. Enfin, je vois pas comme une forme d'illégitimité à ressentir ce que je ressentais. Mais bon. Puis le temps passe. Puis un beau jour, je sens que, et ça c'est un des autres symptômes qui sont ajoutés à la liste, je sens que ça me gratte au niveau des côtes. Puis quand je touche, je sens des kystes, donc des pois chiches en dessous de mes côtes. À ce moment-là, je commence à paniquer, j'en parle à ma mère, elle flippe, je vous explique pourquoi. Mon père, il y a 9 ans en arrière, est décédé d'un cancer. C'est arrivé comme ça, on a vu qu'il y avait des boules qui lui sortaient, et en 20 jours, mon père, à partir du moment où on a su qu'il a eu un cancer, qu'il est décédé, il y a eu 20 jours. Donc on a commencé à flipper, parce que les traumas du passé ressortaient. Donc avec ma mère, on s'est vachement inquiété, on s'est beaucoup questionné. Mon chéri, bien entendu, de ouf, stressé. Je vais voir mon généraliste, et je lui parle. Donc déjà, je lui explique tous mes symptômes, et il touche les kystes, il voit que c'est malléable en tout cas, il me dit je pense pas que ce soit cancérigène, mais on va faire quand même un scanner pour voir. Donc je vais à un centre de cancérologie, ils pourront faire le test, ils voient que c'est pas cancérigène, en tout cas que ça n'a pas du tout la consistance de tumeur ou quoi, mais ils savent pas ce que c'est. Je leur pose la question, je dis vous pensez que c'est l'endométriose? Je dis ça comme ça, j'en sais rien, je sais même pas. Le mec il dit bah j'en ai jamais rarement vu, donc de mes souvenirs ça ressemblait pas trop à ça, mais j'en ai vu qu'une fois. Il me dit bon ok, bon ça vaut ce que ça vaut, le mec il est vieux, s'il a vu qu'une fois dans sa carrière une certaine forme d'endométriose, bon, pas me fier sur son avis. Même lui était très... je sais pas. Mon médecin généraliste, lui aussi par rapport à l'endométriose, c'était vraiment une interrogation. Il décide quand même de voir d'où cette fatigue vient, et on fait un bilan sanguin, et on se rend compte que je suis anémique. Donc ça, c'est un des autres symptômes que j'ai eu. Entre-temps, il me dit, contactez un gynécologue spécialisé en endométriose, parce que, à ce jour, il faut savoir que les femmes, ou les personnes dotées d'un utérus, en tout cas, on fait la recherche pour trouver d'où ça vient tout ce qui nous arrive, donc l'errance de diagnostic est estimée à 7 ans. 7 ans où les gens ne savent pas ce qu'ils ont, ils ne savent pas d'où viennent leurs trucs, leurs symptômes, et qu'on leur dise enfin vraiment le diagnostic où il est posé. Donc il y en a pour qui c'est plus, j'en ai eu dans certains témoignages où ça a duré 15 ans, d'autres un peu moins, moi c'était mon cas un peu moins, mais parce que en ayant connaissance de l'errance de diagnostic, la non-connaissance, je savais que les médecins n'étaient pas formés ou peu formés sur l'endométriose, je décide dans ce cas-là de me tourner vers un gynécologue spécialisé en endométriose. Dans la ville dans laquelle j'étais, par chance il y en a une, je la contacte et on me dit désolé, prends pas de nouveaux patients. Et là putain, je me dis tellement rare d'en trouver. Vous cherchez gynécologue spécial endométriose, il y en a peu. Et ou alors il faut faire vraiment beaucoup de kilomètres. Voilà, ça devient vite compliqué. En sachant que à cette époque-là, je ne sais pas si j'ai l'endométriose. Donc il y a une forme d'illégitimité. Je me dis ça se trouve, je fais perdre le temps à tout le monde, mais j'en ai besoin d'avoir le cœur net en fait. Donc je contacte le secrétaire qui me dit ça et je leur dis écoutez, je suis prête à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans s'il faut. Je suis prête à prendre le premier rendez-vous qui est annulé par une autre patiente, mais pitié, prenez-moi. Je veux pas attendre 7 ans pour savoir si j'ai l'endométriose ou pas. Et moi je passe à autre chose. Donc la secrétaire un peu embêtée, elle dit ok bon, c'est bon, je vous place un rendez-vous. Donc genre 6 mois après, j'ai un rendez-vous, 6 ou 7 mois, un rendez-vous avec cette gynécologue. Je suis trop contente. Je me dis, bon, bah, ouais, on va voir. Donc, la gynécologue me fait un essai clinique pour la faire courte. Elle est allée fouiller avec les doigts pour voir. C'était extrêmement douloureux alors qu'elle a été très douce et délicate. Elle m'a prévenue. Ça a été extrêmement douloureux. Elle m'a dit, bon, bah voilà, je l'ai senti à 3 points dans votre vagin. Donc, à mon avis, vu les symptômes que vous avez, c'est que ça s'est propagé dans le reste du corps. Elle m'a dit, de mon expérience, là, c'est sûr. Donc, il va falloir faire une analyse sanguine approfondie pour savoir d'où vient cette anémie. Est-ce que vous ne consommez
consommez pas assez de fer ou est-ce que vous le perdez, vous en perdez trop et en même temps un IRM. Un IRM qui est censé se faire avec un produit de contraste et une sonde dans laquelle on vous introduit dans le vagin. Je dis ok super, j'ai un premier diagnostic, quand je sors de là, ça peut paraître complètement con mais je me dis en fait je suis pas folle quoi. La gynécologue m'a expliqué à ce moment-là, donc elle est norvégienne, spécialiste d'endométriose, et elle me dit, quand je suis arrivée en France, elle me dit, j'étais choquée, elle me dit de savoir que quand une femme qui dit qu'elle a ses règles qui saignent trop et qu'elle a mal, les gens lui disent, bah c'est normal. Elle dit, les règles ne sont pas censées faire mal. Les règles ne sont pas censées faire mal. Donc quand on vous dit c'est normal, c'est vraiment un souci d'ignorance et d'incompétence. Elle était choquée. Donc elle s'est dit, bon, il y a vraiment un business à faire en France, donc elle est venue en France vivre et exercer son activité. Qu'elle m'a un petit peu fait prendre conscience de tout ça. Moi, je lui posais la question, du coup, c'est quoi les traitements ? Elle m'a dit, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez la pilule, si vous avez un désir d'un enfant, vous prenez une pilule qui vous fait stopper vos règles. Le but étant d'arrêter de faire saigner votre corps, parce que chaque mois, en fait, votre corps, tous les endroits où il y a l'endométriose qui s'est logée, votre corps saigne et s'inflamme à ces endroits-là. Le problème, c'est que s'il n'y a pas une hormone pour stopper ces saignements, votre corps, comme si c'était des plaies qui se rouvraient constamment, chaque mois. Et chaque mois, votre corps fait tout un effort pour essayer de guérir ces endroits-là. Sauf que chaque mois, ça se rouvre, et ainsi de suite. Elle dit donc ça consume, épuise énormément votre corps, en plus de tous les symptômes que ça comporte. Elle dit donc là, il faut absolument, et c'est une course contre la montre, arrêter les saignements. Donc il y a soit pilule, donc traitement hormonal, un peu une épée de Damoclès, parce que c'est jamais bon de prendre des hormones comme ça tous les mois. Mais bon, en tout cas, pour stopper les règles, ou il y a la stérilisation, mais le problème, c'est que ça fait une ménopause anticipée, et ménopause anticipée, il y a des risques d'ostéoporose. Donc ça, c'est les deux solutions à ce jour qu'on connaît pour ça. Et je lui dis, mais du coup, les médecines alternatives dans tout ça. Elle me dit, écoutez, je vais être claire, au stade où vous en êtes, au stade où l'endométriose s'est logée dans votre corps, c'est une course contre la montre. Donc déjà, on prend le traitement, on arrête les saignements le plus vite possible, on essaie que votre corps résorbe tout ce qu'il peut. On voit si au bout d'1 an de traitement, il n'y a pas des choses à nettoyer, c'est-à-dire des adhérences à des endroits que le corps n'arrive pas à supprimer, du coup, là, il faut opérer. Après, la médecine alternative pour apporter du confort, soulager, pourquoi pas après. Mais là, pour l'instant, c'est une priorité. C'est une course contre la montre parce qu'on peut vite devenir handicapé si ça atteint certains organes qui sont trop importants. Donc moi, déjà, bon, c'est un peu choquant de te dire, bon, ok, j'ai une maladie incurable à ce jour. À ce jour, ça veut pas dire que la science va pas faire des efforts sur ça, mais en tout cas, je dis, ok, mais il y a une forme de, je suis pas folle en fait. Et tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai subi, c'est quand même dingue. Je pars avec ça, donc avec mon analyse de sang et mon IRM. Je vais à l'IRM du coin. Bien sûr, il me demande de le faire. Alors, la gynécologue me dit, il faut que ce soit fait pendant les règles, là où c'est le plus inflammé, donc voir un peu ce que ça donne. J'arrive là-bas, je suis avec un tampon, et elle me dit, bon, déjà, elles me font pas de produit de contraste. Elle me dit, vous avez vos règles ? Ah, ok, bon. Et on va le faire juste au-dessus, quoi. Je dis, ah bon, il faut pas un produit de contraste et tout. Elle dit, non, vous avez vos règles, ça suffira comme ça. Donc on m'allonge dans le tunnel, on me met un truc sur le ventre, là, et puis on me fait l'IRM, donc j'attends. Et là, j'ai un médecin qui entrouvre la porte, qui dit, vous avez rien, bonne journée. Mais qui referme. Je fais attendez. J'ai dit excusez-moi, comment ça, j'ai rien. La gynécologue l'a senti à 3 points à ses doigts. Dans la paroi utérine, mais entre anal et utérine, elle a senti à cet endroit-là. Elle a dit ah bon, j'ai pas regardé. Je commence à trouver ça bizarre. Je me dis c'est bizarre. Déjà, on me fait pas le produit de contraste, on m'introduit pas la sonde, on fait juste avec un coussin qui est posé sur mon ventre là. Je dis de regarder à un endroit qui apparemment, il semblerait d'après la gynécologue comme une évidence, souvent c'est là où il y en a tout le temps quand t'as de l'endométriose. La nana ne regarde même pas. Alors là, elle fait non, il n'y a rien. Elle est passée une bonne journée. Genre, en gros, je lui fais perdre son temps. Je sors de là, les gars. Donc, il faut se dire qu'entre le premier rendez-vous de gynécologue et l'IRM, il y a peut-être 3 ou 4 mois qui passent. Et là, je sens le sang de mon corps tomber dans mes pieds. Je m'effondre. Je me dis, allez, c'est parti. Je repars de zéro, de ne pas savoir d'où viennent ces kystes, qu'est-ce que c'est, tout ça, tous ces symptômes. Et je me dis, je suis folle en fait. Je suis complètement folle. On me dit un jour que j'ai l'endométriose, le lendemain, j'ai pas. Et j'en parle à mon compagnon, qui a été un super, d'ailleurs, soutien pour moi à ce moment-là, qui me dit, écoute, attends, tu vas pas te laisser abattre par une meuf de l'IRM qui te dit un truc et qui fait même pas ce que la gynécologue a demandé. Tu vas voir la gynécologue, t'amènes tes résultats et vous allez voir. Je dis, mais je vais pas lui faire perdre son temps. L'autre, elle me dit que j'ai pas d'endométriose. Il me dit, tu vas voir cette gynécologue et tu ne te laisses pas abattre. Donc du coup, moi, je rentre bredouille, je reprends rendez-vous. Il se passe plusieurs mois entre-temps. Quand j'y vais, je dis, ils ont rien vu. Et donc la gynécologue, elle a dit, ok. C'est pas grave, elle dit moi je l'ai senti. On va refaire un essai clinique. J'étais à 2 pour info. Entre le premier rendez-vous chez la gynécologue et le deuxième, on l'a fait en façon que ce soit à 2 stades de mon cycle pour savoir si c'était juste chronique. Enfin, c'est forcément une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il y a des mois où c'est plus inflammé que d'autres. Elle voulait voir si y en avait ou pas. Elle me dit on va sur la table, on va retester.
redouleur immonde. Elle me dit, ouais, non, elle me dit, cherchez pas, vous en avez de nouveau. Je dis, ouais, mais ils ont rien vu l'IRM. Elle dit, non, mais l'essai clinique dépasse la partie IRM. Elle dit, comment ils vous ont fait l'IRM? Et là, j'explique. Je dis, on m'a mis juste ça, etc. Et là, elle commence à s'énerver. Elle dit, attendez, sur le papier, là, il est marqué sonde pour produit de contraste. Ils vous ont rien fait de tout ça. Je fais, non, j'ai dit, regardez dans le compte rendu, il est même marqué qu'on voit mon tampon dedans. C'est que j'ai pas eu ma sonde. Elle était choquée. Elle était là, non mais attendez, mais elle me dit, mais ils se prennent pour qui en fait de faire les tests comme bon leur semble. Je leur demande un protocole à suivre, ils ne le suivent pas. C'est normal qu'ils aient rien vu. Déjà, il y a un tampon peut-être qui cachait l'information. En plus, c'est pas assez précis. Il me faut la sonde pour voir si vraiment où est-ce que c'est propagé. Elle me dit de toute façon, elle me dit sur les 2 fois, j'ai senti à plusieurs endroits dans votre vagin en tout cas de l'endométriose. Vu les symptômes que vous avez, elle dit ne cherchez pas, vous avez l'endométriose. Elle dit là maintenant, on s'en fout de ce que les autres peuvent dire. Maintenant, il va falloir traiter ça rapidement parce qu'on peut pas se permettre d'attendre encore des mois et des mois et des mois avant de traiter parce que vu l'ampleur des symptômes que vous avez et que ça remonte au niveau thoracique, parce qu'elle suspecte fortement que ces boules soient du coup un début d'endométriose thoracique, elle dit il faut vraiment traiter ça rapidement. Et donc du coup, elle m'a donné un traitement à prendre qui est une pilule spécialisée pour l'endométriose qui est très costaud à prendre, très dur. Quand je dis très dur, parce qu'il y a beaucoup de symptômes, qui hormonalement, c'est vraiment, voilà. Donc j'en parle à mon compagnon. Mon compagnon, il me dit, écoute, c'est le traitement qu'il faut, il va le prendre, on va serrer les coudes. On sait que ça va être difficile pendant les 3, parce qu'il faut attendre 3 à 4 mois pour être sûr que le traitement convient. Et quand je dis difficile, c'est parce que prise de poids, irritabilité, plus, parce que t'es sous hormones, hein. Donc moi, un rien me faisait pleurer, un rien me mettait en colère. Alors que je suis d'une nature très douce et très calme. Beaucoup avec le sourire, etc. Donc voilà, irritabilité, boutons sur le visage, cheveux, acné, cheveux gras, quoi d'autre? Ça peut être des vomissements, des migraines, et puis le fait que tu prennes des hormones quand même. Donc tout ce qui a un rapport avec le cancer et tout, ça fait vite peur. En tout cas, moi j'ai un passif avec ça dans le sens où mon papa est décédé de ça et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés de ça. Ça me fait toujours un peu peur, quoi. Mais bon, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse pourrir par une maladie ou est-ce que je décide de prendre un truc que j'ai tant diabolisé pendant tant d'années qui va peut-être me changer la vie? Donc mon compagnon me dit, t'inquiète, on va être solide et on fait ça. Donc je prends ce traitement pendant 3 mois et pour ceux qui me suivent sur mes streams, vous le savez, ça a été le baptême de feu vraiment. Donc moi me concernant, j'ai eu prise de poids mais que j'ai compensé avec du sport, faire beaucoup de sport parce qu'en fait tu prends du poids. Alors t'as la rétention d'eau, oui c'est vrai et ça c'est vraiment un problème, j'essaie de tout ce que je peux pour essayer d'éliminer le maximum d'eau. Je fais du sport, je bois beaucoup, je me masse, je prends des trucs drainants et j'ai quand même, surtout quand il fait chaud et là on est en été, au jour où je le tourne, rétention d'eau donc ça c'est pénible, mais surtout des fringales. Et quand je vous dis des fringales, c'est que je peux être repue jusqu'au fond de la gorge. Mon cerveau me dit encore t'as faim et ça devient vraiment compulsif maladif. Vraiment, tu ne penses qu'à ça t'obsède. Donc elle me l'avait averti, elle m'a dit ça c'est vraiment le truc où il faut vraiment faire attention. Moi le sport est toujours ma soupape. Donc du coup je me suis dit si il y a des fois où je craque, où je mange un peu plus, vu que je fais beaucoup plus de sport, ça compense. Donc du coup niveau poids ça va, je me suis stabilisée, même je suis bien. Niveau poids pendant les 3 premiers mois ça a été n'importe quoi. Donc pendant une semaine grosse fringale, ça s'est un peu stabilisé. Par contre pendant 3 mois, 4 mois là c'était au niveau irritabilité, j'étais susceptible pour tout, je me sentais tellement vulnérable, j'avais peur de tout, j'avais peur que mon copain me trompe, j'avais peur de faire plein de choses. En plus, il y a eu un déménagement entre temps, donc je me sentais encore plus vulnérable que jamais. Je me sentais une merde constamment. Donc oui, il y a aussi dépression à cause de ces traitements-là. Donc je pense pas être rentrée dans une tête dépressive, mais en tout cas, de vulnérabilité intense. Les cheveux gras, c'était n'importe quoi, mais c'est stabilisé. Boutons, j'ai été tranquille. Un peu de fatigue aussi, logique. T'es branlée hormonalement, voilà. Mais globalement, voilà, ça a été difficile pendant 3-4 mois. Et puis, ah oui, et j'ai perdu du sang. Alors là, pendant 3-4 mois, j'ai eu mes règles, pas mes règles. Pendant un jour, je les avais, le lendemain, je l'avais plus. Puis parfois, je l'avais le matinée, pas l'après-midi. C'était n'importe quoi au niveau de mes règles. Ça, c'était très chiant. Des douleurs aussi, bien sûr. Je pense que je vous ai tout dit. Jusqu'à que je n'ai plus mes règles et que là, j'ai atteint un rythme de croisière. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience, à partir du moment où j'avais plus mes règles abondantes, j'ai plus du tout de mes règles, je me suis rendu compte que bon nombre de mes symptômes ont disparu, même s'il y en a certains qui commencent à revenir. Au jour que je tourne, aujourd'hui, en 2022, on est quoi, le 6 juin 2022, j'ai encore des symptômes qui reviennent. Parfois, j'ai un petit peu mal à mon tendon. Là, par exemple, ce matin, j'avais des douleurs au niveau des ovaires. La fatigue, alors ça par contre, j'ai repris une énergie pépite, incroyable. Ça, c'est fabuleux. Rétention d'eau, par contre, j'ai. Niveau digestif,
ça va un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Mais la gynécologue m'a dit que ça allait prendre plusieurs mois, hein. Ça fait des années que j'ai ça, enfin plusieurs mois pardon, pour que je me récupère en fait. Et globalement, le sport m'aide beaucoup aussi pour les douleurs, pour le mental, pour relâcher, voilà, et pour compenser tout ça. Donc voilà, le sport a été vraiment une source. J'en faisais un petit peu, mais là vraiment c'est actif plusieurs heures par semaine. Ouais, je pense que je suis à 4 heures par semaine. C'est pas énorme, on est d'accord, hein, on est d'accord. C'est pas énorme 4 heures par semaine. Ça me fait beaucoup de bien. Les cheveux gras, ça s'est stabilisé. Ma peau, elle est impeccable. Je mets pas de fond de teint, donc vous voyez, bon, j'ai parfois un petit bouton qui sort, là, ça, microscopique là, ou je sais pas, bon bref. Globalement, la peau, ça va. Voilà, les kystes, il y a des jours où je les sens moins. Ouais, il y en a là, je le sens encore un peu. Il y en a un qui est toujours là, mais il y en a d'autres que je sens moins. Bah déjà, le fait de plus avoir de règles, c'est énorme. C'est bien d'avoir ces règles, il n'y a pas de problème à ça. Mais c'est juste que ça me soulage tellement de plus me vider de mon sang pendant une semaine, de plus être fatiguée, d'avoir tout le temps ma bouillotte avec moi que je transporte de partout pour essayer d'apaiser mes douleurs. Voilà, cette liberté-là est énorme. Moi, ça aurait été ok d'avoir 2-3 jours de règles, mais bon, là, il fallait supprimer tout saignement. Voilà, le niveau digestif, c'était le pire. Et douleur, encore pénétration, il y a encore. C'est pas fameux, mais voilà, je laisse aussi le temps à en faire. Et c'est là où tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu laisser autant de temps me faire... Ah oui, et puis avoir plus de douleur au sein aussi. Alléluia. Les syndromes prémenstruels, j'ai plus ça. C'est génial. C'est de temps en temps des petites douleurs comme ça, mais c'est une liberté tellement énorme. Vous imaginez, sur un mois, j'avais que 2-3 jours où j'étais tranquille. 2-3 jours où j'étais tranquille après la fin de mes règles. Sinon, je commençais déjà à avoir des syndromes prémenstruels. Donc, c'est les syndromes qui arrivent avant vos règles. Normalement, sont censés être là 2-3 jours avant vos règles. Moi, ça durait tout le mois avec mes règles en cerise à la fin. Même, j'ai envie de vous dire, au bout du 3e, 4e jour de règles, j'étais quand même contente. Je me disais, ah, ça y est, je suis libérée des autres symptômes parce que mon corps se calmait à ce moment-là. Donc, et c'est là où je me disais, mais j'étais vraiment handicapée en fait. Mais je prenais tellement sur moi. Je me disais tellement qu'il y avait des filles qui avaient pire que moi que du coup, je me disais, bah, ça va, c'est pas grave. Comme tout le monde me disait, mais c'est normal. Et puis alors, un truc aussi, pour vous contextualiser, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mes tantes et certaines de mes cousines subissent la même chose. Donc, j'ai grandi dans un foyer où on m'a dit, mais c'est normal que tu aies des règles abondantes comme ça, j'étais comme toi aussi. C'est normal, j'ai énormément souffert. Donc tu te dis, bon, bah c'est de famille. Ok, d'accord. Sauf que mon arrière-grand-mère, on a retiré une masse au niveau de son utérus, on savait pas ce que c'était à l'époque, mais du tissu, c'était pas cancérigène, mais on lui a retiré ça parce que c'était douloureux. Ma grand-mère, elle a eu beaucoup de grossesses qui ont fait que ça reboot un peu le corps et elle s'est fait tout retirer à partir de 30 ans. Ma mère, pareil, à la 30 et 40 ans, elle s'est fait retirer tous ses ovaires, etc. Donc elles ont été à la fin tranquilles. Mais moi qui ai 30 ans, en fait, je découvre en fait tout ça. Je découvre en fait tout le package en fait. Et là, c'est là où je me rends compte qu'en fait, ça fait des années et des générations qu'on subit ça. N'étaient pas formés du tout les médecins à diagnostiquer ça. Et c'est là où je vois l'étendue de l'ignorance collective, en fait. Que ce soit au sein de ma famille, au sein des médecins. Je suis choquée, les gars. Je suis choquée de me rendre compte que, en fait, bah ouais, je suis le début d'une génération qui prend conscience d'une pathologie. Et je suis maman maintenant, d'une petite fille en plus. Donc je me dis, avec un peu de chance, la prise de conscience, le fait que maintenant, ça y est, les gynécologues sont formés. Moi, par exemple, là, pour vous dire, je suis allée, donc j'ai déménagé et je suis allée voir mon nouveau généraliste qui est toute jeune. Et ben, je lui dis, bon, bah voilà, j'ai l'endométriose et tout. Et là, elle s'est assise à sa table. Elle a sorti son calepin, m'a dit, bon, allez, parlez-moi-en parce que je n'y connais rien. Donc j'ai dû parler d'une maladie à un médecin jeune qui sortait tout droit je parle même pas d'un vieux crouton. Je parle de quelqu'un qui sort de il y a quelques années du circuit médical. Et je me dis, je lui en veux pas. Hein. Je lui en veux pas, c'est pas elle son problème. Parce que du coup, elle était curieuse et elle m'a dit qu'elle allait se renseigner et qu'elle voulait en savoir plus sur ça. Donc déjà, big up à elle. Mais je me dis, mais c'est quand même lunaire. C'est lunaire. Et j'ai eu quand même un diagnostic en un an, ok, mais quand même relativement rapide par rapport à d'autres nanas qui sont ballottées. Et je suis sur des groupes témoignages d'endométriose, d'endogirl pour justement où on parle de ça. On a besoin d'en parler parce que personne n'est au courant. Même votre propre généraliste n'est pas au courant. Donc c'est difficile de faire comprendre que vous avez une maladie qui vous cause autant de problèmes et de légitimiser tout ça et d'être prise en charge aussi par rapport à ça. Donc il y a heureusement plein d'associations et il y a des groupes de recherche qui commencent à s'atteler à travailler actuellement, en 2022 en tout cas, sur l'origine, pourquoi l'endométriose, d'où ça vient, parce qu'on sait toujours pas. D'autres traitements alternatifs, on voit que la médecine alternative dans certains centres d'endométriose qui commencent à ouvrir dans les plus grandes villes pour soulager les femmes sont là, mais bon, la liste d'attente est énorme, vous vous doutez bien. Donc il y a des choses qui sont faites par rapport à ça et c'est génial, mais tellement trop peu par rapport, je trouve, c'est tellement tardif en fait, en 2022. T'imagines des gynécologues qui chaque jour regardent la tâche de meufs qui ne savent même pas ce qu'est l'endométriose. Et dans mon parcours gynécologique, j'ai quand même un gynécologue qui m'a dit, il faut absolument que vous mettiez
un stérilet en cuivre. Donc c'est une méthode contraceptive qui a la réputation de créer des règles beaucoup plus abondantes et douloureuses. Je dis oui, mais j'ai des règles abondantes. Je savais pas que j'avais l'endométriose à l'époque. Il me dit non, mais si, il vous faut ça. J'avais pas d'enfant. Aussi, on recommande un stérilet en cuivre quand vous avez l'enfant parce qu'il y a des risques ou d'infections, etc. et qu'on vous rabote tout. Donc, soit on vous dit, ayez quand même un premier enfant. Et moi, je dis, bah non, enfin, on m'a toujours dit qu'il fallait pas et tout. Il dit, non, si, c'est la bonne chose à faire. Vous allez, si vous voulez, prenez rendez-vous la prochaine fois, je vous installe un stérilet en cuivre et comme ça, vous serez tranquille. Je suis sortie de là, je suis plus jamais revenue. Of course, quand j'ai parlé de tout mon parcours gynécologique à mon gynécologue spécialisée en endométriose, elle me regardait, elle était comme ça. Elle était, non, mais en France, non, mais vraiment en France, non, mais elle était là, mais outrée. Elle était là, je ne comprends pas. Elle était, mais vraiment choquée. Je me souviens du premier rendez-vous que j'ai eu avec elle, j'ai pleuré. J'ai dit merci de me prendre en charge en fait. Elle m'a dit mais c'est normal. Elle m'a dit on est là pour ça. Elle me dit et je vous lâcherai pas. On trouvera une solution, endométriose ou pas d'ailleurs. C'est au premier rendez-vous, elle me dit je ne vous lâcherai pas. Puis vous savez à quel point ça m'a fait du bien les gars d'entendre ça. À quel point je me suis dit je suis entendue pour la première fois en fait. Sur ça, je suis pas dingue avec tous mes symptômes et en fait je me rends compte que tout ce que je ressentais c'était pas normal en fait et qu'il fallait guérir ce corps qui était en train de se délabrer. J'ai eu malheureusement aussi, j'ai appelé un médecin chinois pour me dire est-ce que tu peux apaiser durant les mois où je prends mon traitement de pilule, est-ce que tu peux m'aider à me soulager de mes douleurs? Le médecin chinois, pardon. Ah non, mais il faut pas que tu prennes cette pilule-là. Moi, je peux te soigner. En 10 séances, c'est fait. Je suis ouais, ok, ça coûte combien la séance? 45 € la séance, au lieu des 60. Et je viens toutes les semaines. Et oui, je peux te guérir l'endométriose. Je dis, oui, mais c'est pas ça que je te demande. Il faut vraiment que je prenne mon traitement. Elle dit, non, mais moi, je peux guérir l'endométriose. Vous comprenez que c'est lunaire d'entendre ça. Enfin, tout le médecin se dit, même elle me dit, non, on guérit pas l'endométriose, on peut la stopper, la freiner. Mais dès que tu arrêtes le traitement, boum, ça revient. Donc oui, je sais qu'en médecine chinoise, on peut arrêter les règles, etc. Mais c'est grave. Et elle a dit, ah oui, ce qui est grave, c'est qu'elle m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux, c'est ta santé. Je dis, oui, mais je peux pas 40 € par semaine. Elle dit, tu fais ce que tu veux, c'est ta santé. C'est toi qui gères. Vous imaginez la culpabilité que ça donne pour des gens qui sont un peu paumés, qui essaient de croire aussi à la science, quand même, mine de rien, à des gens qui sont formés depuis des années et qui voient des tuches avec de l'endométriose tous les jours. Un médecin chinois qui te dit non mais moi je peux, tu fais ce que tu veux, c'est quand même un peu ta santé. C'est extrêmement culpabilisant. Déjà quand t'es dans une espèce de parcours d'essayer de comprendre que t'es légitime à ressentir tout ce que tu ressens. Donc voilà pour mon histoire de l'endométriose qui est logée dans mon corps. Aujourd'hui, bah écoutez, il y a quelques symptômes encore qui sont présents. J'espère et j'ai foi à ce que ça se gomme avec le temps, que mon petit corps arrive à combattre ça. Un traitement qui jusqu'aujourd'hui je diabolisais, je remercie vraiment la science de l'avoir, même si j'aimerais qu'il y ait autre chose. J'espère qu'il y aura autre chose pour ma fille quand elle sera, et j'espère qu'elle aura pas tout court, mais admettons si elle l'a, j'aimerais que d'ici 15 ans, on arrive à trouver des solutions autres qu'un traitement hormonal. Mais c'était assez ironique, je trouve, de la vie, de se dire, moi qui ai tant diabolisé ça, peut-être c'est en train de me changer la vie. Donc pour toutes les endo-girls, pour toutes les personnes concernées, je vous dis juste courage. Moi, dans mon processus pour aller mieux, je suis végétarienne déjà, donc ça aide beaucoup. Tout ce qui est anti-inflammatoire, j'évite les sucres, les produits transformés, les laitages, tout ça. Donc j'ai un régime anti-inflammatoire que j'avais déjà de base, mais qui là je fais encore plus attention. Je fais beaucoup de sport parce que mentalement ça me relâche, malgré les douleurs, malgré la fatigue, je le fais parce que je sens que mon énergie remonte aussi, que ça m'apaise et que ça contrebalance aussi les effets de la prise de poids à cause du traitement. Que j'ai eu la chance aussi que ce traitement-là me convienne parce qu'il se peut que parfois, au bout de 4 mois, le gynécologue vous dit ah non ça va pas, donc on repart sur un autre traitement et c'est 4 mois encore comme ça et je vois des nanas qui enchaînent des traitements sur traitements et qui trouvent pas leur traitement. Donc voilà, encore une fois, j'ai de la chance dans tout mon processus. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie de trouver des solutions, de les appliquer pour que des petits détails pour améliorer mon confort de vie. Et j'essaie d'aller mieux mentalement et de me battre pour ça et de voir la beauté là où il y a à prendre, là où je peux voir. Ça m'abat pas du tout l'endométriose. C'est juste que je dis bon bah c'est un critère de mon personnage. Comme un personnage de vidéo, il y en a qui sont nuls en corps à corps, très forts en attaque à distance. Bon bah moi je suis forte sur plein d'autres problèmes, sur plein d'autres problématiques. Et puis bon bah moi j'ai un petit truc en moins, en plus, mais qui me cause du moins, c'est mon endométriose. Mais globalement ça va, vraiment, dans ma tête. Je suis juste contente d'avoir eu un diagnostic en fait, d'avoir été posée, quel soulagement, vous imaginez pas? D'avoir des gens qui me disent en fait ouais, il y a un vrai problème, une vraie errance de diagnostic, un vrai vide, connaissance. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là aussi. Je m'invite d'ailleurs à la partager à des gens qui pourraient être concernés par cette problématique. Est-ce que vous êtes un partenaire de quelqu'un qui a un utérus et qui souffre de ça? Ben moi ça vous permettra de mieux comprendre. Mon compagnon a été un soutien incroyable sur ça et j'espère que vous le saurez pour un proche. Si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont des proches de gens en endométriose, préparez des petites bouillottes.
On ferait une bouillotte, ça c'est cadeau, valeur sûre pour quelqu'un qui a l'endométriose. Quand la personne vous dit qu'elle est fatiguée, elle est vraiment fatiguée, ben, je vous dis vraiment, moi j'étais en état d'anémie que ma gynécologue et mon médecin se posent la question comment ça se fait que je tenais encore sur mes deux pieds, tellement j'étais faible, que quand elle vous dit qu'elle a mal, elle a vraiment mal. Donc un peu de chaleur, douceur, un petit thé, voilà, et de l'écoute. Parce qu'il y a des fois où je suis triste, par exemple moi ça m'arrive, où je suis triste parce que j'ai l'impression que je subis mon corps, mais que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix et ça me frustre un peu. Putain, je suis coincée dans ce corps là, ça me bute. Quand il y a des fois où j'ai vraiment très mal à mon ventre, où il est très gonflé. Et dans ces moments-là, bah, juste d'être d'une écoute et de dire, bah voilà, bah, juste je te comprends en fait. Et juste, vous imaginez pas à quel point ça fait du bien. On se dit juste, on n'est pas folle en fait. On se dit pas qu'on est fou folle, on se dit juste, bon bah voilà. Mon corps est complètement fucked up. Donc si vous pouvez apporter un peu de douceur à ces gens-là, c'est fabuleux. Si vous ne connaissiez pas cette maladie-là, ben moi vous le saurez, vous le connaîtrez. Ou si vous voulez me rejoindre sur Twitch, je fais des lives fabuleux. Vous êtes la bienvenue. Oui, c'est clair. Venez sur Twitch. Non, pour revenir sur l'endométriose, vraiment, essayez d'être le plus bienveillant possible avec les gens qui sont concernés. Et puis pour tous les sisters de ce problème-là, bah écoutez, gros big up à nous. Hein. En fait, c'est à force d'en parler que les gens sauront, même vos généralistes, parlant en connaissance de cause pour le coup, de 2 généralistes dans mon cas. Donc voilà, il faut parler de ça à vos sœurs, à vos mères. Peut-être que ma fille du coup sera la génération où elle aura même pas d'adhérence de diagnostic. Vous pouvez lui dire, bah tu sais, tu peux faire ça, et ça se trouve d'ici 15 ans, même moi j'aurai appris de nouveaux trucs sur mon corps et c'est fabuleux. Donc voilà. Et peut-être que pour les messieurs qui nous écoutent, bah, vous serez le papa qui sera attentif envers sa fille ou son épouse ou sa sœur ou sa mère en disant mais tu sais il y a peut-être ça qu'on peut faire. On peut aller voir peut-être un gynécologue spécialisé, on peut aller voir des centres d'endométriose qui proposent plein d'alternatives et d'aides. Voilà. Enfin, je serais trop fière que cette vidéo puisse aider au moins une personne se reconnaisse dans en disant ok bon c'est possible d'aller un peu mieux, il y a un parcours qui est possible. Par contre il faut se battre, hein. Je vous le cache pas, il faut se battre. Parlez-en à des personnes de confiance qui sauront vous comprendre et vous considérer. Moi mon partenaire quand il sait que j'ai des de douleur, hyper à l'écoute quand je lui dis je suis un peu plus fatiguée, je sens que c'est douloureux, il me prépare ma petite bouillotte et tout, c'est un amour. Donc aussi je sais qu'il y a des meufs qui se retrouvent avec des partenaires qui sont pas du tout compréhensifs sur ça. Le problème c'est pas vous, c'est lui. Il est ignorant, il sait pas, mériter un peu mieux que ça en tout cas. Bon je dois commencer un live dans à peu près 6 minutes, donc il va falloir que je clôture cette vidéo. Bah, retrouvez-moi sur Twitch. Sur YouTube vous avez plein de retransmissions de mes lives. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, ça aura fait un petite prise de conscience. Voilà, tout ce que je vous souhaite. Sur ce, gros big up à tous les endo-girls, puis toutes les endo-girls en devenir. Et puis pour toutes les personnes aussi qui prennent soin de nous, qui nous écoutent et qui nous considèrent, gros love sur vous parce que vraiment, on en serait au même stade si personne ne nous écoutait. Voilà. Toujours paumé avec nos merdes. Bref, que du love sur vous. On se retrouve sur mes lives, sur Twitch ou sur YouTube pour mes rediffusions. Des bisous sur vous, cœur sur vous, love sur vous. Prenez soin de vous surtout.